Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 août 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Merci de me recevoir. Scott, je voudrais commencer par ce qu'a rapporté le Financial Times. Il affirme que l'Iran se prépare à attaquer des pays européens, la Bulgarie, beaucoup de ces pays, Chypre, même Chypre, en cas d'escalade. Nous avons aussi eu des informations selon lesquelles l'Iran a averti les pays du CCG qu'il les surveillait, qu'il observait ce qui se passe dans la région. S'il se produit quelque chose, l'Iran les attaquera. L'autre information concernait l'aviation. Vous savez, elle dit que l'activité autour de l'Iran, les avions américains ont accru leur activité près de la frontière iranienne. Cela veut dire qu'ils essaient de faire quelque chose. Et la déclaration des Iraniens montre, d'une certaine manière, qu'ils sont préoccupés par une nouvelle attaque. Peut-être qu'une nouvelle attaque se prépare. Mais quand on regarde la situation actuelle, ainsi que les déclarations de Donald Trump hier et avant-hier, tout tourne autour de la pression économique exercée sur les Iraniens. Hier, il a dit qu'il n'y avait aucun dialogue, aucune négociation en cours. Ce qui, d'ailleurs, confirmait ce que disaient les Iraniens, puisqu'ils affirmaient qu'aucune négociation n'avait lieu. Mais nous savons qu'ils envoient des messages, encore hier et aujourd'hui, aux Iraniens, par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais. Quelle est votre analyse de la situation à Washington et de la manière dont Donald Trump veut poursuivre le conflit? Vous posez une question à laquelle il est littéralement impossible de répondre d'une manière qui reflète, je dirais, l'analyse traditionnelle issue de la science politique classique. Parce que, pour parler de l'état d'esprit à Washington, qu'est-ce que Washington? Washington, D.C., c'est le siège du gouvernement. Et le siège du gouvernement, bien sûr, c'est, vous savez, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais c'est aussi les différents ministères, organisations, administrations, puis l'infrastructure fondamentale qui soutient le gouvernement. On peut appeler ça comme on veut, l'État profond, mais c'est la bureaucratie permanente, soutenue par le milieu universitaire, soutenue par diverses institutions économiques. Je veux dire, on parle toujours, vous savez, des lobbyistes à Washington, D.C. Cela fait partie, vous savez, du siège du gouvernement. C'est le cœur battant de l'Amérique. C'est là que les politiques publiques se décident aux États-Unis. Et leur élaboration passe par tout un ensemble de processus. Prenons simplement le lobbying. La façon dont les lobbyistes font pénétrer des idées dans le gouvernement, dans les différents organes de délibération du gouvernement, qu'ils soient institués par la loi ou non. Ne pensez pas que, lorsqu'un groupe de dirigeants se réunit autour d'un déjeuner pour discuter de ce que devrait être la politique sur tel ou tel sujet, cela n'a pas d'importance, parce que ce groupe n'a pas été créé par le Congrès. Il peut être tout aussi puissant que n'importe quel organe délibératif du Congrès, parce que ces personnes influencent ensuite les lobbyistes qui vont au Congrès, les flux d'argent, et ainsi de suite. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est ainsi qu'on évalue normalement une politique publique. Vous savez, qu'est-ce qui se joue derrière cette question? Qu'est-ce qui se passe à Washington, D.C.? C'est ce problème-là que j'attaquerai. Je démontrerai le fonctionnement de Washington, D.C., puis je le passerai, vous savez, au filtre des politiques précises dont vous parlez. Comment la politique envers l'Iran est-elle élaborée aujourd'hui? Eh bien, elle ne l'est pas selon la méthode traditionnelle, par laquelle elle devrait l'être. Par exemple, il devrait y avoir, vous savez, une directive du président, transmise par le conseiller à la sécurité nationale, puis répartie entre les différents départements ou agences. Ceux-ci agiraient alors en créant des comités, à la fois au sein de leur propre agence et entre agences, constitués sur la base de cette directive, afin de résoudre un problème précis. Ils enverraient ensuite
des missions à accomplir. Certaines de ces missions consistent à recueillir des informations économiques. D'autres concernent des renseignements ou d'autres sources d'informations. Ils vont s'informer, ils vont se consulter, ils font venir des gens. J'ai été invité à participer à de très nombreuses instances de délibération au sein du processus interministériel, au fil du temps, pour témoigner, répondre à des questions, afin qu'ils puissent, là encore, se doter des connaissances et des informations nécessaires pour trouver des réponses aux problèmes qu'on leur a demandé de résoudre. Et ils travailleront ensemble pour parvenir à un consensus qui sera transmis au président par les procédures gouvernementales. Le Congrès sera informé. Il y aura des consultations entre l'exécutif et le législatif pour garantir un équilibre. Et ensuite, la politique est définie. Et une fois qu'elle est définie, tout le monde agit. Quand le président dit « exécuter X, Y et Z », tout le monde s'exécute. Ils savent ce que c'est, parce qu'ils disent « nous avons participé à l'élaboration de cette politique ». Alors on se demande, que se passe-t-il à Washington globalement? On dirait, vous savez, comment les gens réagissent-ils à des actions qu'on peut ensuite comparer aux objectifs fixés par une politique officielle? Que se passe-t-il à Washington, D.C.? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, Nima. Aujourd'hui, ça fonctionne ainsi. Le président se réveille et publie un message sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la politique. Les membres du personnel ne participent plus au processus interministériel. Ils attendent. Ils sont comme une brigade de pompiers qui attend qu'un pyromane mette le feu. Et le président, c'est le pyromane. L'étincelle, c'est une publication sur les réseaux sociaux. Il va dire quelque chose et les gens se demandent « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors ils s'agitent dans tous les sens et vous avez des gens qui travaillent les uns contre les autres. Le programme de sanctions du département du Trésor coïncide-t-il avec le programme de blocus du département de la Défense? Les deux sont-ils coordonnés ou agissent-ils simplement indépendamment l'un de l'autre? Parce que lorsque le président dit « Pour faire cela, nous devons lever certaines sanctions contre les Iraniens », est-ce que cette instruction est ensuite transmise au département de la guerre afin qu'il puisse laisser passer certains navires? Non. Il n'y a tout simplement aucune coordination. Ils agissent totalement indépendamment les uns des autres, selon ce qu'ils pensent que le président veut, sur la base de publications sur les réseaux sociaux qui ont été soumises à un processus de délibération. Alors, que se passe-t-il à Washington? Le chaos total, l'anarchie totale, la confusion totale. Il n'y a pas de politique sur l'Iran. Il n'y a pas de politique sur l'Iran parce qu'on ne peut pas appeler politique une réalité où l'on réagit au jour le jour. Ça, c'est juste de la panique. Qu'un membre de l'équipe se réveille le matin en attendant une publication sur les réseaux sociaux pour pouvoir courir gérer le problème au fur et à mesure qu'il surgit, ce n'est pas « qu'est-ce que veut ce président ?» Je veux dire, un jour, on nous dit qu'on prépare une frappe massive. Le lendemain, on nous dit qu'on lève les sanctions contre 3 membres des gardiens de la révolution islamique. Un jour, le président travaille avec Oman pour ouvrir une voie maritime afin de pouvoir dire que le détroit d'Ormuz est ouvert. Le lendemain, il réagit de manière excessive à une coopération entre Oman et les Iraniens sur la façon dont ça serait réellement mis en œuvre, en menaçant de bombarder Oman. Vraiment. Je veux dire, vous avez compris ce que je viens de dire. Un jour, on va travailler avec les Omanais et le lendemain, on va bombarder les Omanais. Qu'est-ce qui se passe à Washington, D.C.? Pas une putain de chose. Il ne se passe rien à Washington, D.C. parce que tout s'annule de lui-même à cause de l'instabilité émotionnelle du cinglé qui occupe actuellement la Maison-Blanche. Voilà ce qui se passe à Washington, D.C. Maintenant, permettez-moi de prendre un peu de recul, parce que je crois que malgré toute cette folie, certaines réalités normatives
ont fini par s'imposer. C'est comme pour tout. Si vous prenez simplement un peu de recul et laissez la nature faire son œuvre, la nature trouve un équilibre. Et je pense que ce qu'on voit en ce moment, même si le président agite les choses, c'est qu'on trouve un équilibre en matière de politique. Et là encore, les gens peuvent ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je m'en fiche. De toute façon, je dis simplement ce que je pense. Je pense qu'il y a actuellement un équilibre politique fondé sur certaines réalités. La réalité, pour les États-Unis, c'est que nous ne le pouvons pas. Vous voyez, chaque fois que les gens disent que des avions volent autour de l'Iran et que nous pourrions attaquer de nouveau, avec quoi? Avec quoi? Est-ce que par magie, nous avons fait pousser des missiles du jour au lendemain? Est-ce que par magie, nous avons augmenté le nombre d'armes de frappe à longue portée dont nous disposons? Non. Nous savons que nos stocks sont au plus près de zéro. Et nous savons qu'il y a des inquiétudes dans le Pacifique et en Europe, parce que nous n'avons pas assez d'armes pour faire face. La grande question qu'on se pose en ce moment dans les milieux politiques, c'est que se passe-t-il si la Russie et la Chine se mettent d'accord et disent « Au diable, lançons une attaque simultanée ». Que se passe-t-il si la Chine dit « Nous prenons Taïwan » au même moment où les Russes disent « Nous prenons les pays baltes ». Je pense que c'est une réflexion irresponsable, parce que ni la Chine ni la Russie ne raisonnent en ces termes. Mais bien sûr, nous avons tendance à leur prêter notre propre façon de penser, parce que c'est ce que nous ferions. Nous dirions « C'est le moment de frapper », parce que nous sommes un groupe de va-t-en-guerre en Europe et aux États-Unis. Donc, nous projetons sur la Russie et la Chine nos propres comportements. Mais le problème quand on répond à cette question, c'est qu'il faut donner une réponse. Et la réponse, c'est que s'ils attaquent, nous n'avons rien. La prise de conscience soudaine qu'on n'a rien à part des armes nucléaires tactiques. C'est pour ça que Colby avance une nouvelle doctrine. Utiliser préventivement des armes nucléaires tactiques dès le début de tout conflit conventionnel, parce qu'on n'a rien d'autre. Cela étant dit, à moins que le président envisage de bombarder l'Iran avec des armes nucléaires, et je ne pense pas que ce soit le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, on ne va pas attaquer l'Iran, pas d'une manière militairement significative. Et je vais en parler. Il y aura des moments d'affrontement. Et je pense que ça va devenir la nouvelle réalité permanente. Mais parlons maintenant de l'Iran. Nous savons donc que les États-Unis ne sont pas disposés à mener une attaque militaire massive contre l'Iran, parce qu'ils ne le peuvent pas. On ne peut pas soutenir ça. L'Iran. On entend beaucoup de discours, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. L'Iran a besoin de stabilité économique. Vous le savez, je le sais, c'est leur priorité numéro 1. La stabilité économique à long terme exige bien sûr que certaines réalités émergent au Moyen-Orient. L'une d'elles, c'est de se débarrasser de l'influence la plus déstabilisatrice au Moyen-Orient, les États-Unis. Et ensuite, faire en sorte que ce qui s'est passé en février ne se reproduise jamais. Mais nous savons qu'il n'y a pas de protocole d'accord. C'est mort. Ça l'est depuis longtemps. Et il n'y en aura pas. Ça n'arrivera tout simplement pas. Alors sans protocole d'accord, sans cessez-le-feu, sans aucun accord, quel accord existe-t-il? L'idée, c'est que l'Amérique ne peut pas poursuivre indéfiniment des opérations militaires de grande ampleur contre l'Iran. L'Iran a besoin de périodes de stabilité pour stimuler l'activité économique, indispensable au maintien de la viabilité nationale. Donc ce qu'on observe, c'est que les deux parties ont progressivement trouvé un équilibre qui évite le conflit. Maintenant, comme il n'y a pas d'accord officiel et que tout cela reste assez flou, on les verra se heurter de temps à autre. Ils se heurtent. Et quand cela arrive, on a soudain un moment de conflit. Boum! On bombarde ceci, on bombarde cela, des missiles ici, des missiles là.
Puis tout cela s'éteint de lui-même à mesure qu'ils s'éloignent à nouveau l'un de l'autre pour revenir à l'équilibre. Et je pense que c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les États-Unis, comme l'Iran, reconnaissent qu'il n'y aura pas de solution à court terme. Bon sang, l'Iran ne veut même pas parler à Trump pendant 2 ans. D'accord, si l'Iran dit ça, est-ce que vous croyez vraiment qu'il cherche une guerre de 2 ans? Non. L'Iran cherche 2 ans de stabilité relative pour accroître ses capacités militaires. Comme ils l'ont dit, nous fabriquons des missiles tous les jours, mais aussi pour améliorer sa situation économique. Ils doivent reconstruire. Beaucoup de choses ont été détruites. Ils doivent les reconstruire. C'est difficile de reconstruire quand on se fait de nouveau bombarder. Et les États-Unis, même si nous ne sommes peut-être pas capables de vaincre l'Iran, nous pouvons détruire beaucoup de choses. Nous l'avons prouvé. Je ne pense plus que l'Iran cherche à faire tout exploser. Ça ne veut pas dire qu'ils éviteront un affrontement. Mais je ne pense pas que l'Iran se dise « Faisons une nouvelle campagne de bombardement soutenue pendant 2 mois qui détruira une grande partie de nos infrastructures. » Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils ne cherchent pas à provoquer qui que ce soit. Ils réagiront si besoin quand ce sera nécessaire. Mais d'ici là, je pense qu'on va traverser une période qui durera au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, pendant laquelle on ne verra pas d'escalade majeure de la violence. On verra le maintien du statu quo, et les États-Unis pourront proclamer avoir érigé un mur d'acier qui n'arrête rien. L'Iran peut parler de l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais en réalité, il n'est pas vraiment ouvert. Il ne l'est que lorsque le trafic y circule normalement. Et tant que ce conflit perdurera, il n'y aura pas de trafic normal. D'ailleurs, c'est mauvais pour l'Iran. L'Iran tire des revenus du fait que le détroit d'Ormuz soit ouvert, que les marchandises puissent arriver sur les marchés, les États arabes du Golfe aussi. Donc, vous allez voir les lois de la nature entrer en jeu. Certaines normes vont s'imposer, et les choses vont arriver à un point où les 2 parties diront « ce n'est pas parfait, mais nous pouvons vivre avec ça ». Les États-Unis peuvent s'accommoder de l'impression d'un endiguement, et l'Iran peut s'accommoder d'un minimum de croissance économique. Et vous allez devoir composer avec ça. Et ils vont s'entrechoquer de temps en temps. Il y aura des explosions. Mais c'est ce que nous allons voir pendant quelques mois. Je pense qu'après les élections de mi-mandat, Donald Trump, là encore, parce que nous ne pouvons pas faire monter les enchères, nous n'en avons pas la capacité. Je pense qu'à ce moment-là, selon les résultats, Donald Trump aura les coudées plus franches pour commencer à se retirer du Moyen-Orient. Et je pense que c'est au final la direction que nous prenons. Je pense que l'Iran le comprend. Donc, vous savez, quel est ce vieux dicton? Ne vous mettez jamais en travers du chemin de l'ennemi quand il fait ce que vous voulez qu'il fasse. Et dans la stratégie à long terme, je pense que les États-Unis cherchent à se désengager du Moyen-Orient, pas à redoubler de stupidité. Et l'Iran ne va pas s'y opposer. Mais comme rien de tout cela n'existe dans un accord formel, dans une structure officielle, conçue pour maintenir les 2 parties à distance, il y aura des rapprochements progressifs. Ils entreront en collision. Il y aura des moments de violence, puis ils s'éloigneront de nouveau l'un de l'autre, parce que c'est, je pense, l'équilibre naturel dans lequel se trouvent les 2 camps aujourd'hui. Voilà ce qui, selon moi, se passe à Washington, dans le district de Columbia. Si je ne me trompe pas, l'un des membres du Parlement iranien a dit, à l'époque où tout tournait autour de l'Iran essaye d'assassiner Donald Trump. Donald Trump a fait ceci et cela, qu'il l'avait mis au placard. Enfin, tout ça. Mais il est sorti et il a dit, pourquoi aurions-nous besoin d'assassiner Donald Trump? Ce type est en train de détruire les États-Unis. Pourquoi aurions-nous besoin de l'assassiner?
Qui ferait ça? Je pense que c'est ainsi qu'il voit les choses. Et l'autre point, Scott, c'est que l'Iran ne cherche pas, d'après ce que je comprends de la position iranienne, ils ne cherchent aucune forme d'escalade, mais ils veulent contrôler la situation avec Donald Trump. Ils veulent gérer la situation en espérant que peut-être après Donald Trump, quelqu'un d'autre arrivera et que cela changera toute l'atmosphère entre l'Iran et les États-Unis. Mais le problème, c'est qu'on a eu la même chose avec l'administration Biden. On pensait que, vous savez, Biden allait partir, qu'on n'aurait aucune arme nucléaire utilisée en Ukraine. Mais tout s'est dégradé. Regardez la situation aujourd'hui. C'est pire qu'avant. Et quelle est votre perception de l'ensemble du dossier entre l'Iran et les États-Unis en Asie occidentale? Je parle essentiellement du détroit d'Ormuz, parce que le principal problème de Donald Trump, c'est le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, il a dit, vous seriez stupéfait de ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a dit que nous avons une alternative au détroit d'Ormuz. Vous savez, les alternatives, c'est le Texas, l'Alaska, la Louisiane, et les gens viennent ici pour acheter. Mais ce n'est que, vous savez, Donald Trump dit ça, et vous voyez Scott Bessent parler de pipelines souterrains qui passeraient, vous savez, d'une manière ou d'une autre, afin de réduire l'importance du détroit d'Ormuz. Mais au bout du compte, il faut quelque chose de concret. Et on ne voit pas ça venir de l'administration actuelle, n'est-ce pas? Vous savez, c'est curieux. Je ne connais pas grand-chose à la construction de pipelines, à la construction de pipelines sous-marins. Je suis juste un simple marine. Ce n'est pas ce que je fais dans la vie. Mais j'ai suivi la construction du gazoduc Nord Stream. Je l'ai suivi de très près parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont essayé d'empêcher les Russes ou le consortium qui travaillait avec Gazprom d'achever ce gazoduc. Alors, vous savez, je me suis familiarisé avec la construction de pipelines. Quand on voyait le pipeline progresser dans la Baltique et se rapprocher du port, ce qui était fait, c'était fascinant. La quantité d'infrastructures que cela a nécessité, vous savez. Et le problème, vous savez, c'est qu'il faut envoyer des navires sur place pour descendre ça au fond. Il y a un gros navire qui fait ça, qui le descend tout simplement. Et ensuite, vous avez des gars qui descendent et qui l'assemblent. Mais ça suppose quand même une certaine stabilité. J'aurais du mal à imaginer l'un de ces navires en train de descendre un tuyau pendant qu'un missile de croisière iranien vient le percuter. Alors, chaque fois que les gens parlent de construire ces gazoducs sous-marins, ça me frappe toujours. Comment diable allez-vous faire ça? Parce qu'ils ne poussent pas tout seuls. Ce n'est pas comme si vous étiez Jack et le haricot magique. Vous jetez 2 ou 3 haricots magiques, vous arrosez, et la minute d'après, vous avez un gazoduc sous-marin. Vous vous dites, « Waouh, comment ça s'est fait ?» Je ne sais pas, par magie, et ça prend des années à réaliser. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'un pipeline sous-marin voit le jour sous l'administration de Donald Trump. Donc, dès le départ, vous savez que Scott Bessent fume du cannabis. Il ment. Aucun pipeline sous-marin ne sera mis en place d'une manière qui ait un impact sur la crise actuelle dans le détroit d'Ormuz. D'abord, je peux pratiquement vous garantir qu'on ne peut pas construire un pipeline sous-marin en temps de guerre. D'accord? Ça n'arrivera tout simplement pas. Alors, Scott, il y a un problème. Parce que vous construisez ce pipeline sous-marin, parce que vous ne pouvez pas rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de capacité militaire suffisante pour le faire. Donc, si vous ne pouvez pas rouvrir le détroit d'Ormuz parce que vous n'avez pas la puissance militaire pour le faire, comment allez-vous protéger les moyens qui construisent le pipeline sous-marin? C'est parfois complètement fou, la façon dont les gens parlent sans réfléchir au problème jusqu'au bout. Encore une fois, je ne suis qu'un simple marine. Je ne prétends rien connaître à tout ça. Mais je peux pratiquement vous garantir
qu'on ne peut pas construire un pipeline sous-marin en temps de guerre, parce que tous vos moyens seront coulés. C'est aussi simple que ça. Je me suis emballé, et j'ai dit, donnez-moi. Reprenez cette première question. J'avais la réponse. Je l'avais au bout de la langue. C'est à propos du détroit d'Ormuz. La question, vous savez, c'est que Donald Trump dit que nous avons les alternatives qu'il évoque. D'accord. Maintenant, j'ai compris. J'y suis. Bon, encore une fois, regardons simplement l'alternative. L'alternative, c'est quoi? Donc, on va créer, c'est encore une fois, l'incohérence et la folie inhérente à Donald Trump. Pourquoi nous opposons-nous aujourd'hui à la Russie en Ukraine? Parce que les Russes qui vivent dans les anciens territoires de l'Est de l'Ukraine se sont réveillés un matin en découvrant que le président ukrainien, élu conformément à la Constitution, n'était plus au pouvoir parce que la CIA, le National Endowment for Democracy et d'autres organisations extérieures ont fomenté un coup d'État violent d'ailleurs, qu'ils ont essayé d'imputer à Yanukovych et à la police Berkut. Mais il s'avère que ce sont les tireurs d'élite nazis qui ont tué tout le monde, pas l'Ukraine. Et nous avons permis à ces nazis qui haïssaient les Russes d'arriver au pouvoir. Ils ont interdit la langue russe et ont commencé à tuer des Russes. Ils ont qualifié les russophones de l'Est de l'Ukraine d'antiterroristes et ils ont lancé une opération antiterroriste qui a envoyé l'armée contre ces gens. Alors ils se sont soulevés pour se défendre. Et puis en appliquant, vous savez, des droits humains fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies, notamment le droit à l'autodétermination, ils ont fini par dire « Nous ne voulons pas faire partie de ce régime nazi en Ukraine qui interdit tout ce que nous défendons. Nous voulons être indépendants. » Et plus tard, ils ont voulu faire partie de la Russie. Ils ont donc suivi ces processus et la Russie est intervenue. Et nous avons dit, vous ne pouvez pas faire ça à propos de l'intégrité territoriale, de la souveraineté. Enfin, ce sont des enjeux fondamentaux pour l'Amérique, non? Oui. Que dit le président maintenant? Qu'on va simplement intervenir et déclarer que le détroit d'Ormuz est un territoire américain? Qu'on va organiser un référendum? Il propose un référendum? C'est curieux. Les Iraniens vont pouvoir voter à ce référendum. Vous pensez que les Omanais voteraient vraiment en faveur de ce référendum? Le Qatar? Les Émirats arabes unis? Cet homme est fou, littéralement fou. Quiconque propage ce genre d'idée fait preuve d'une irresponsabilité extrême. Cette idée doit être rejetée d'emblée, rejetée, et il faut l'ignorer. Personne ne devrait réagir à quoi que ce soit qu'il dit. Ignorez-le. Ça ne mène nulle part. Vous ne pouvez même pas commencer à arriver là où il veut en venir. D'abord, pour le Texas, Monsieur le Président, il vous faut un type qui s'appelle Sam Houston et qui botte le cul de Santa Ana. D'accord? C'est en quelque sorte ce qui a fait du Texas le Texas. La capacité du Texas à réellement se libérer du Mexique. Vous savez, il faut gagner une guerre. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas gagné de guerre. Vous avez perdu une guerre. Vous n'avez pas gagné de guerre. Vous avez perdu une guerre. Pour avoir l'Alaska, il faut qu'un pays qui possède réellement l'intégralité du territoire soit disposé à vous le vendre légalement. Alors, si le détroit d'Ormuz était une entité indépendante, c'est-à-dire son propre pays souverain, on aurait peut-être quelque chose sur quoi s'appuyer. Le président pourrait peut-être dire « Parlons au détroit d'Ormuz. Parlons à la nation, au peuple d'Ormuz, et faisons-les décider qu'ils veulent faire partie de l'Amérique. Vous tous, les Ormuziens là-bas, vous savez, rejoignez l'Amérique. Youpi. Peut-être. Mais le détroit d'Ormuz n'est pas une entité unique. La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait tout un tas de lignes sur une carte disant « ça appartient à ce pays-ci, ça appartient à ce pays-là » et aucun d'entre eux ne s'entend avec les autres. Donc, ça ne mène nulle part.
D'accord. Le détroit d'Ormuz est en réalité, encore une fois, pour revenir à ce dont nous parlions plus tôt, un problème qui se résout de lui-même, pour être honnête. Si je conseillais le président des États-Unis, sachant qu'il lui est politiquement impossible d'admettre sa défaite, je dirais à la marine américaine de se préparer à une guerre de présence de 2 ans en mer d'Arabie. Et nous appellerions ça le mur d'acier, l'opération mur d'acier. Bon, nous savons que ce n'est pas un mur d'acier, mais nous allons simplement l'appeler l'opération mur d'acier. Et nous n'en parlerons pas. Nous dirons simplement qu'elle est là. Ainsi, chaque jour, le président pourra publier un message disant « Nous maintenons notre blocus contre l'Iran. Succès à 100%. » Ne parlez jamais de la dette. Ne parlez pas des détails. Dites simplement « Nous maintenons notre blocus de l'Iran. Succès à 100%. » Nous avons donc maintenant une politique qui consiste à maintenir le blocus de l'Iran. Et cela pose certains problèmes aux Iraniens, des questions d'assurance et ce genre de choses. Alors, ne faisons absolument rien. Laissons le détroit d'Ormuz se régler tout seul. Parce que ce qui va se passer, c'est que toutes les nations du Golfe vont se réunir et dire comment faire pour que les navires puissent circuler ici. Le Koweït a besoin que les navires y circulent. Je vous le dis, les Émirats arabes unis ne vont pas construire un pipeline sous-marin magique. 2 ans, c'est le mandat de Trump. C'est à ce moment-là que les Iraniens discuteront avec lui. Dans 2 ans, en moins de 2 ans, en 6 mois, le problème du détroit d'Ormuz se réglera de lui-même si les États-Unis ne font rien d'autre que maintenir un blocus. Et quand je dis maintenir un blocus, il suffit de stationner des navires là-bas. Bon sang, je ne sais pas. Chaque semaine, allez-y, arraisonnez-en un, juste pour le principe, pour que tout le monde le sache. Dites à la marine, allez là-bas et arraisonnez un navire. Arraisonnez un navire. La marine va adorer ça, parce qu'ils s'ennuient là-bas tant qu'on les nourrit. Et on semble avoir un problème pour nourrir nos marins. Mais si on peut les nourrir, ils iront arraisonner un navire, ils feront une vidéo, et CNN la diffusera. Et les Américains diront « Mon Dieu, on maintient un sacré blocus ». Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz s'ouvre. Et au lieu d'avoir 13% de la capacité qui transite, on aura près de 100% de la capacité. Ce ne sera pas 100%, parce que l'Iran ne laissera pas passer les navires liés à Israël ou aux États-Unis. Mais vous verrez les autres États dire « Nous avons besoin de paix avec l'Iran. Nous avons besoin de relations normales. » Ils vont commencer à les établir. Le détroit d'Ormuz se résout de lui-même en faveur de l'Iran, si rien n'est fait. Et c'est ce que je conseillerais au président. Ne faites rien. Laissez la nature suivre son cours. Vous savez, quand j'étais à l'université, ça m'a toujours fait rire, la manière dont les trottoirs étaient tracés. Je sortais de mon dortoir, et il y avait un trottoir qui partait tout droit par là. Et je me disais, mais comment diable ont-ils décidé de mettre le trottoir à cet endroit-là? Puis j'ai parlé à l'un des responsables. Il m'a dit, à l'époque, comme c'était une université fondée au XVIIIe siècle, les étudiants allaient simplement à pied en cours, et les étudiants empruntent le chemin le plus pratique. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre une photo vue d'en haut et dire « c'est là qu'on va construire les trottoirs ». On va simplement aménager des trottoirs là où les étudiants passent naturellement. Laissons la nature suivre son cours. Laissons le détroit d'Ormuz se définir lui-même. Si vous faites cela, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, tous vont se réunir et dire « qu'est-ce qu'on doit faire ?» parce que nous bénéficions tous du fait que le détroit reste ouvert. Comment faire pour que cela fonctionne pour tout le monde? Et cela ne mènera pas seulement à des ententes économiques, mais aussi à des ententes politiques. Et encore une fois, du point de vue des États-Unis, nous avons perdu une guerre. La question c'est, comment est-ce qu'on nettoie tout ça?
Plus on essaie d'intervenir maintenant pour imposer quelque chose avec une main faible, moins ça marche. Ne faisons rien pendant 6 mois. Laissons Mère Nature décider de ce qui va se passer. Puis revenons et disons, bon, maintenant que vous avez créé ça, comment peut-on se débrancher sans perturber tout ça? Vous savez, c'est ça, la clé. Perturber le moins possible quelque chose qui fonctionne dans l'intérêt économique de tous, du monde, des États-Unis. C'est ce que je conseillerais au président. C'est sacrément bien. C'est la voie à suivre. Mais il ne va pas le faire, parce que ce président doit tout contrôler, et que des gens vont se réveiller le matin et le mettre en colère. Je veux dire encore une fois Oman. À un moment, on travaille avec les Omanais pour négocier un passage. La minute d'après, on les bombarde ou on menace de les bombarder. Comment est-ce qu'on peut faire ça? À un moment, avec les Iraniens, on lève les sanctions contre les gardiens de la révolution. La minute d'après, on parle de reprendre une campagne de bombardement massive. Je veux dire, c'est ce genre d'incohérence politique qui crée la paralysie. Je pense que l'Iran, à long terme, va laisser la nature suivre son cours. L'Iran a déjà adopté l'approche que j'ai recommandée, ne rien faire. Trump, on ne traite pas avec lui. On ne traite pas avec Trump. On va simplement laisser la nature suivre son cours. Et si les États-Unis faisaient la même chose, la nature, le cours naturel des événements, parce que tout fonctionne selon une logique. Enfin, vous savez, les gens ont besoin de manger. Ça veut dire qu'on va trouver des moyens de mettre de la nourriture sur la table. Ça veut dire que les gens vont collaborer pour récolter, transformer et transporter les cultures. Et il suffit de laisser le cours naturel des choses en décider. Les gens ont besoin de carburant. Les gens ont besoin de ces choses-là. Nous avons déjà des infrastructures en place qui vont naturellement tendre à répondre aux besoins des gens, du collectif, si on les laisse simplement faire leur travail, sans, vous savez, leur imposer des guerres pour tout perturber. Nous avons perdu une guerre. Les États-Unis ont perdu une guerre. Il y a des gens qui ne veulent pas l'admettre. Mais nous avons perdu une guerre. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de voir comment réparer les dégâts causés par le conflit. Et le meilleur moyen, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit à l'avenir. Et le meilleur moyen, c'est simplement de laisser les populations locales faire. Comment arrêter un... Ça ne marche peut-être pas pour les guerres de gangs. Mais comment arrêter un conflit local? Écarter les étrangers, bon sang, retirer la pression extérieure. Et vous constaterez que les populations locales trouveront des compromis qui permettront aux choses d'avancer pour que la vie redevienne normale. Les solutions locales sont les meilleures solutions. Et aujourd'hui, le détroit d'Ormuz a besoin d'une solution locale, pas d'une solution dictée par un chef de secte fou, vous savez, complètement dérangé, à Washington, D.C. Que pensez-vous, Scott, de ce qui s'est passé avec le porte-avions Abraham Lincoln? Car un nouveau reportage de MSNBC affirme que le porte-avions n'a pas été ravitaillé parce que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a menti à Donald Trump en lui disant que la 5e flotte de la marine américaine, à Bahreïn, avait été entièrement détruite par des frappes iraniennes. Mais voilà le problème. Oui, voilà le problème. Commençons simplement par les éléments de base. Des photos ont été diffusées. Je veux dire, des gens comme Trita Parsi, vous savez qui est Trita Parsi, ont relayé des photos. D'autres personnes ont aussi publié des photos. Ce sont tout simplement des fabrications. On ne peut pas montrer une photo d'un volet d'avion avec des gens qui écrivent dessus. Je veux dire, de toute évidence, ils n'avaient jamais mis les pieds sur un porte-avions, parce qu'ils comprendraient que les mécaniciens aéronautiques ne laisseraient jamais un avion devenir aussi sale pour commencer. Nous nettoyons nos avions, croyez-le ou non. Mais surtout, ça ne se trouvait pas sur un porte-avions. Ce n'est pas un avion embarqué.
Cette photo a été prise au sol, ce n'est pas un appareil embarqué, donc c'est une fabrication. Et maintenant, il faut ajouter à ça des gens qui fabriquent ce genre de choses. Il y avait une photo d'une cafétéria. Elle n'est sur aucun porte-avions, sur aucun navire. Vous n'avez pas de parpaing, ni toutes ces conneries-là. Donc on sait que des informations sont diffusées, censées venir de membres de familles inquiètes, à propos de ce qui se passe à bord de l'Abraham Lincoln. Donc d'emblée, on a un problème. Deuxième point, voilà où cette histoire s'effondre. Où se trouve Bahreïn? Vous êtes assez intelligent pour savoir que Bahreïn est au nord du détroit d'Ormuz, au milieu du golfe Persique. Alors, disons, de manière hypothétique, que j'ai des entrepôts pleins de ravitaillement à Bahreïn et un porte-avions au sud du détroit d'Ormuz. Comment suis-je censé acheminer tout ça jusqu'au porte-avions? Parce qu'il ne remonte pas vers le nord, et que moi, je ne déplace rien vers le sud. Donc déjà, c'est absurde, parce que je vous le dis tout de suite, le ravitaillement de l'Abraham Lincoln n'était lié à Bahreïn d'aucune manière, sous aucune forme. Si ce n'est sur le plan administratif, par des formalités. Il n'y a pas à Bahreïn d'entrepôts remplis de tampons, de nourriture et de ce genre de choses qui attendent d'être transbordés sur le navire. Donc c'est tout simplement un mensonge. Il y a une installation, je crois, dans le sud de l'Arabie Saoudite où la marine a construit des entrepôts qui sont utilisés. Des avions peuvent y atterrir, charger du matériel, puis repartir. Et cette installation a peut-être été touchée ou menacée par des missiles iraniens, même si je n'ai vu aucun élément prouvant que des missiles iraniens l'avaient frappé. Mais ils essayent de dire que Bahreïn a été détruit, qu'on ne pouvait pas utiliser cette installation à cause des missiles. Donc ils sont allés jusqu'à Diego Garcia. Et à Diego Garcia, le matériel était là, mais ils ne pouvaient pas parvenir jusqu'au navire. Et moi je me dis, eh bien c'est pas vrai. Nous avons des navires conçus pour le ravitaillement. Ça ne prend pas une éternité d'en réaffecter un. Nous en avons dans la marine américaine. Peut-être pas autant qu'avant, mais bon sang, c'est un porte-avions en zone de combat. C'est en quelque sorte la priorité numéro 1 en matière de soutien logistique pour la marine américaine. Donc l'idée qu'on n'aurait pas pu y envoyer un navire. Et dans le pire des cas, quoi, je prends tout un tas de bon sang de Greyhound, vous savez, les avions de ravitaillement. J'en prends 50 et je les fais venir. On les charge, on les fait venir. Ils atterrissent, déchargent, redécollent et repartent. Facile à dire, facile à faire. Donc dans cette histoire de l'Abraham Lincoln, il y a beaucoup de choses qui sentent le baratin à 100%. Est-ce qu'il y a des problèmes de morale sur un navire dont le déploiement a été prolongé aussi longtemps? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes de maintenance à bord de ce navire? Oui, il pourrait y en avoir. Je ne dis pas qu'il y en a, parce qu'à partir du moment où j'ai vu une photo fabriquée, je me suis mis à suspecter toutes les vidéos que j'ai vues. Rappelez-vous, il y a plus de 5000 personnes sur ce navire. Et vous me montrez 5 toilettes bouchées. Puis vous voulez me faire croire que ça représente automatiquement l'ensemble du navire. Toute cette histoire n'a absolument aucun sens. Ce que je vois, ce sont des gens qui essayent de mener précisément une guerre de l'information. Il y a des gens qui sont contre cette guerre, et je suis de leur côté. Moi aussi, je suis contre la guerre. Mais ils utilisent ça comme exemple pour, vous savez, créer de la dissension à l'intérieur. D'habitude, vous me connaissez. Je ne prendrai pas la parole pour défendre l'administration Trump, Pete Hegseth, ou le département de la guerre, le département de la marine. Mais les faits sont les faits. Et cette histoire d'Abraham Lincoln sent vraiment l'invention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de morale. Je pense qu'il y en a. Je pense que vous allez, enfin, Dieu nous en préserve quand les données sortiront, vous allez voir tout un tas de divorces à la suite de ce déploiement, parce qu'il a été prolongé. Les gens doivent comprendre
que lorsque la marine américaine part en déploiement en temps de paix, il se passe des choses. Les familles déménagent. Les gens vont... Vous savez, les enfants sont inscrits dans des écoles. Et encore une fois, comme les gens ne veulent pas perturber les familles, si le navire part au milieu de l'année scolaire, l'épouse et les enfants peuvent même aller vivre chez les grands-parents avant le déploiement du porte-avions, afin que les enfants puissent commencer dans un nouveau secteur scolaire. Ensuite, ils prévoient de rester pendant un certain temps, puis de revenir. Des projets sont faits, les budgets sont établis, et donc, le navire est... Papa n'est pas à la maison, et toi non plus, tu peux pas rentrer maintenant. Alors tu restes coincé là-bas un semestre de plus, parce que tu ne peux pas... Si papa rentre, toi, tu ne peux pas rentrer. Et puis l'épouse dit simplement, « Merde, de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais un mari ici. Autant ne pas avoir de mari du tout. Au revoir, on reste ici. » Et puis, vous savez, peu après, le type reçoit une lettre de rupture, un email de rupture ou une vidéo de rupture pendant son déploiement, et il déprime. Depuis longtemps, des gens se font sauter la cervelle en déploiement à cause de lettres de rupture. Des hommes se sont suicidés au Vietnam. Des hommes se sont suicidés pendant la guerre du Golfe. Des hommes se sont suicidés lors de l'opération Iraqi Freedom. Des hommes se sont suicidés en Afghanistan. L'amour fait faire des choses étranges. Et ces lettres ne sont pas faciles à recevoir. Et c'est là qu'il faut un bon leadership. Du leadership, vous savez, pas seulement à bord du navire, mais aussi à terre. Un leadership qui anticipe ce genre de choses. L'épouse ne devrait jamais être prise par surprise. L'armée aurait dû mieux faire les choses, aurait dû garder l'épouse sur la base, non? Vous savez, dans ce district scolaire, avec des gens pour la soutenir. Comme ça, quand le mari est à la maison, un réseau de soutien se met en place. C'est comme ça qu'on faisait avant. Mais apparemment, tout ça est parti en vrille. Alors, quand vous prolongez le déploiement d'un navire, et c'est là que Donald Trump a complètement tort quand il dit qu'ils ne sont pas déployés assez longtemps, eh bien, il n'a jamais fait de déploiement. Alors qu'est-ce qu'il peut bien en savoir? Mais le fait est que quand vous faites ce genre de choses, quand vous perturbez les déploiements, vous perturbez la vie non seulement des marins, mais aussi celle de leur famille. Et ça a des conséquences sur le moral. Donc je ne suis pas en train de dire que le problème de mauvais moral à bord de l'Abraham Lincoln est inventé. Je pense qu'il y a des éléments à bord du navire qui en subissent les effets. Mais je vais aussi vous dire ceci. Un porte-avions est un système d'armes unique, et c'est un système. Il a des avions, mais ces avions sont soutenus. Les opérations aériennes sont rendues possibles par des équipes de marins qui comptent parmi les professionnels les plus compétents au monde. C'est leur vie. Ils catapultent des avions, ils les récupèrent, ils les entretiennent, ils chargent les munitions et ils sont très fiers de leur travail. Et ce ne sont pas des gens qui ont tendance à se réveiller le matin déprimés. Ils se réveillent quand leur service commence, ils vont sur le pont et ils font leur quart. Ils en tirent de la fierté. Nous avons lancé des avions, nous avons récupéré des avions, nous avons fait ça. Et ces gens ne sont pas. L'idée selon laquelle l'Abraham Lincoln aurait un problème de morale systémique, c'est absolument à 100% n'importe quoi. Parce que j'ai travaillé avec des escadrons et je connais ces gens. Et oui, il y a le déploiement. Mais c'est une mission de combat. Et je suis juste là pour vous le dire. Ça risque d'en énerver certains. Mais les gars qui larguent les bombes se fichent complètement de savoir sur qui ils les larguent. On leur a dit de larguer une bombe. Qu'ils larguent une bombe sur les Houthis, au Yémen, sur l'Irak, sur l'Iran ou sur le Hezbollah, ils s'en moquent. Ils ont une mission, faire décoller l'appareil, amener l'avion jusqu'à la cible, larguer les munitions sur la cible de manière à traiter cette cible comme elle est censée l'être, revenir, puis se préparer à recommencer demain.
Bienvenue dans la réalité de la guerre. Si vous pensez une seule seconde que ces gars se réveillent en se disant « Pourquoi est-ce qu'on bombarde l'Iran ?» Non, non. On ne vit pas longtemps dans une zone de guerre quand on commence à penser comme ça. Il faut se dire « Bon, je dois laisser mon équipage se reposer. Je dois me lever. D'accord, je dois voler. Quels sont mes paramètres de vol? Quel est le modèle de menace? Que disent les renseignements? Comment vais-je neutraliser la menace des missiles solaires? Comment vais-je rester hors de portée de ce radar? » C'est ce qui occupe l'esprit des professionnels militaires. Et ce sont bien de professionnels militaires dont nous parlons. Ces types opèrent au quotidien, de manière continue, en situation de guerre. Après, vous pouvez les saouler dans un bar et dire « ce déploiement a été long », et ainsi de suite. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils auront réfléchi aux raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre avec l'Iran et qu'ils se seront documentés sur le sujet. Mais là, tout de suite, je peux simplement vous promettre que l'immense majorité des marins à bord de l'Abraham Lincoln font leur putain de boulot. Ils font leur putain de boulot. Ce ne sont pas, vous savez, des petits bébés géniards. Et encore une fois, je dois dire que le fait qu'on diffuse de fausses photographies me porte à croire qu'une grande partie de ce qu'on entend sur l'Abraham Lincoln n'est que de la désinformation délibérée, conçue pour affecter le moral de la marine et saper le président Trump. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est mal de saper une mauvaise politique, mais il faut quand même le faire honnêtement. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire de l'Abraham Lincoln qui n'ont tout simplement aucun sens pour moi. Selon un article du Washington Post, le Pentagone évalue la possibilité de réduire la présence militaire américaine dans le Golfe Persique. Il envisagerait de déplacer des forces vers la Jordanie, Israël et l'Arabie saoudite. La question, c'est jusqu'où peuvent-ils aller? Car c'est l'Arabie saoudite. Cela ne veut pas dire qu'ils échapperont aux missiles iraniens, ni qu'ils ne seront plus des cibles pour ces missiles. Comment voyez-vous l'issue? Ou ce qui s'est passé jusqu'ici dans la guerre, compte tenu des bases américaines dans la région? Je suis sûr qu'ils réfléchissent sérieusement à ce qui se passe et à ce qu'ils doivent faire dans un avenir proche. Eh bien, nous avons deux problèmes. D'abord, un problème militaire. Ensuite, un problème politique. Le problème militaire, en quelque sorte, se règle de lui-même. Tant que nous n'aurons pas la paix avec l'Iran, nous ne pourrons pas réoccuper de manière significative les bases qui ont été en grande partie détruites par l'Iran. Donc maintenant, en tant que militaire, il faut se demander comment accomplir ma mission avec des infrastructures réduites ou redéployer mes forces. Et c'est ce qui se passe. Nous nous replions vers la Jordanie, vers des bases aériennes en Jordanie. Nous nous déployons en Arabie saoudite. Nous transférons certains moyens vers Israël et d'autres vers l'Europe, la Crète, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie. Vous voyez, nous allons dans cette direction. Mais ce n'est que temporaire. Car ensuite, la question est la suivante. Quelle est notre mission militaire? Et c'est là que la politique entre en jeu. Je crois qu'on reconnaît qu'on ne peut pas soutenir un conflit avec l'Iran sur la durée. Et je pense aussi qu'on reconnaît que les États-Unis n'ont pas la capacité de réorienter l'ensemble de leur infrastructure militaire afin de pouvoir projeter au Moyen-Orient une puissance militaire significative, capable de résoudre les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre aujourd'hui, comme la prise du détroit d'Ormuz, l'occupation des installations nucléaires iraniennes et l'élimination des capacités de missiles balistiques de l'Iran. Nous n'avons pas de solution militaire à ces problèmes. Donc, dire que c'est désormais notre mission militaire est irresponsable. Je pense que la mission militaire sera redéfinie en fonction d'objectifs politiques stratégiques. Et à l'heure actuelle, le premier objectif politique stratégique
c'est comment sortir du Moyen-Orient de la manière la moins perturbatrice possible. Comment sortir du Moyen-Orient de la manière la moins perturbatrice possible? Une possibilité, c'est de mener des opérations de repli vers l'Europe. Autrement dit, de nous diriger vers la Jordanie et Israël. Mais ce n'est pas viable. Enfin, vous savez, qu'est-ce que la Jordanie? La Jordanie fait-elle partie de l'Europe? Fait-elle partie de l'Occident, du Moyen-Orient, de l'Asie occidentale? Et bien sûr, ils font partie du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale, ce qui veut dire que tôt ou tard, la Jordanie devra se rapprocher de cela. C'est ce qui s'est passé quand nous avons parlé de la Syrie, de l'Irak et de la présence militaire américaine en Syrie. J'ai toujours dit, dès que l'Irak deviendra intenable, la question syrienne sera réglée. Et regardez ce qui s'est passé. L'Irak est devenu intenable. Nous avons quitté la Syrie en un rien de temps. Cela a réglé son problème. Le Koweït est désormais intenable. Nous quittons l'Irak, vous savez, ce qui veut dire que nous quittons Bahreïn. C'est logistiquement intenable. Ça ne peut pas marcher. Donc nous allons nous replier. L'Arabie Saoudite, vous savez, je ne sais pas combien de temps encore nous y resterons, mais l'Arabie Saoudite a commencé à chercher ailleurs de quoi répondre à ses besoins de sécurité stratégique. Elle a désormais ce pacte avec la Turquie et le Pakistan. Vous savez, il existe des alternatives aux armes américaines que l'Arabie Saoudite peut acheter si nécessaire. Nous avons aussi des enjeux énergétiques qui, vous savez, même si nous n'achetons pas d'énergie saoudienne aujourd'hui, cela a un impact sur le marché mondial de la sécurité énergétique. Donc nous pourrions maintenir notre position militaire en Arabie Saoudite. Il faut simplement rappeler aux gens que l'Arabie Saoudite ne sait pas se battre. Gardez bien ça en tête. Ce n'est pas comme si, quand nous nous retirons d'Arabie Saoudite, l'armée saoudienne disait « On gère, patron, on gère. Nous sommes l'armée saoudienne. » Nous sommes forts. Nous faisons de la musculation tous les jours. Nous courons 10 km avec de lourdes charges sur le dos. Nous sommes prêts à nous battre. Non, ce sont ces gros types qui se font écraser par Ansar Allah chaque fois qu'ils les affrontent directement. Et l'Arabie Saoudite sait que si elle se retrouve exposée, elle va perdre le sud de l'Arabie Saoudite. Le sud de l'Arabie Saoudite faisait autrefois partie du Yémen. Et le Yémen pourrait décider de venir le reprendre. Je sais que, pendant la guerre du Golfe, à l'approche du conflit, à l'automne 1990, nous avons envoyé la 7e brigade amphibie des marines en Arabie Saoudite, dans l'est du pays. Et ils se sont installés, vous savez, en disant « Nous allons arrêter les Irakiens s'ils descendent ». Donc, nous avions une brigade de marine. Je crois que nous avions aussi, quelque part dans la zone, une autre brigade aéroportée. Et vous savez, on était face à plusieurs divisions de la garde républicaine irakienne. Les marines sont sacrément bons. Et vous savez, je ne reculerai jamais devant un combat. Donnez-moi un Kabar et j'affronterai un char n'importe quel jour de l'année. Mais j'y laisserai ma peau. Vous savez, ils me donneront une médaille, m'enterreront correctement. Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter? Mais les marines ne vont pas fuir un combat. Sauf qu'on savait ce qu'on était, des ralentisseurs. Si les Irakiens avaient décidé de descendre vers le sud, on n'aurait rien pu faire pour les arrêter. C'était la réalité, tout simplement. Alors on était là à se dire, « Hey, l'Arabie Saoudite, au fait, on est dans votre pays pour vous aider. Et vous avez cette armée là-bas qui traîne près de la frontière yéménite. Pourquoi vous ne faites pas monter certaines de ces brigades ici? Au moins, faites semblant de vouloir vous battre avec nous et mourir avec nous, défendre votre pays. » Et les Saoudiens répondaient, « Non, parce que ce sont des Yéménites. On a peur d'eux. On ne va pas laisser notre frontière sans protection. » C'est la réalité. Donc l'Arabie Saoudite doit régler le problème yéménite. Maintenant, le Pakistan. Il y a eu des discussions, je crois, il y a quelques années, quand l'Arabie Saoudite a beaucoup communiqué sur le fait d'obtenir que les Pakistanais déploient une de leurs divisions pour aider au Yémen. Et les Pakistanais ont dit non.
Ça a provoqué un petit tollé. Mais l'Arabie saoudite dépend du Pakistan pour ses effectifs, surtout parmi les officiers. Et ce qu'on pourrait voir, tant que cela n'implique pas le déploiement de troupes pakistanaises au Yémen, car je pense que le Pakistan le rejetterait, c'est qu'avec ce nouveau pacte, des troupes pakistanaises viennent aider à sécuriser la frontière de l'Arabie saoudite avec le Yémen. Cela pourrait donner davantage confiance aux Saoudiens. Et peut-être que l'armée de l'air pakistanaise pourrait intervenir pour renforcer l'armée de l'air saoudienne et la sécurité de l'espace aérien saoudien. Et quand cela se produira alors? Et la Turquie, parce qu'il y a un autre élément majeur. Les gens n'y pensent jamais, mais je vais vous poser quelques questions très simples. Le Qatar et l'Arabie saoudite sont-ils amis? La réponse est non, pas du tout. L'Arabie saoudite a-t-elle déjà menacé le Qatar militairement? Non. Combien de soldats la Turquie maintient-elle sur le sol qatari? Des milliers. Pourquoi? Pour protéger le Qatar de l'Arabie saoudite. Mais je croyais que la Turquie et l'Arabie saoudite venaient de signer un pacte de défense. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mesdames et messieurs. En réalité, la situation est assez compliquée. Je pense que, une fois que les Saoudiens et les Turcs auront réellement réussi à régler certaines de leurs divergences régionales, l'Arabie saoudite se sentira assez en confiance pour dire aux Américains de partir. Mais en attendant, l'Amérique est une immense couverture de sécurité. Enfin, moi j'avais une couverture quand j'étais enfant. C'est encore l'un des moments les plus traumatisants de ma vie. J'avais cette couverture, c'était ma petite couverture, et je l'emportais partout. J'étais là, assis, à sucer mon pouce avec ma couverture. Je l'avais quand j'étais enfant, et je me souviens l'avoir eu en maternelle. Puis je passe au CP, et cette couverture n'est plus vraiment une couverture, parce que j'avais aussi l'habitude d'en arracher les petites fibres. C'était mon truc. J'avais la couverture, j'en tirais les fibres, je faisais des petites boules de peluche, tout ça. Et un jour, ma mère est entrée, et elle a vu cette chose toute élimée. Elle a dit non, et elle a jeté cette couverture. Boum. Mon monde s'est effondré. Enfin, voilà, c'était ça. Je n'avais plus ma couverture. C'était tout simplement impossible pour moi de vivre. Puis avec le temps, j'ai grandi et je m'en suis passé. Les États-Unis, c'est cette couverture de sécurité pour l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, elle est un peu usée. L'Arabie saoudite en a arraché les peluches. Mais elle a toujours besoin de cette couverture pour aller se coucher ce soir. Elle suce encore son pouce. À un moment donné, pour se débarrasser de cette couverture, il va lui falloir autre chose pour la remplacer. Et est-ce que ce sera ce pacte turco-pakistanais? Je ne sais pas, parce qu'il y a des problèmes inhérents. Encore une fois, le Pakistan a déjà envoyé les Saoudiens promener quand il s'est agi de fournir des troupes pour régler la situation au Yémen. Quel genre d'allié fait ça? Et la Turquie a des troupes déployées au Qatar pour combattre les Saoudiens, au cas où ils tenteraient quelque chose contre le Qatar. Quel genre d'allié est-ce là? Donc, c'est pas ce que tout le monde croit. Nous savons que ce n'est pas à propos de l'Iran. Tout le monde l'a dit. Même les Iraniens disent, ça ne nous dérange pas. Mais alors c'est à propos de quoi? D'Israël? C'est simplement qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a maintenant un vide psychologique dans le domaine de la sécurité. Les États-Unis se sont fait battre à plate couture par les Iraniens, et tout le monde se demande comment est-ce qu'on continue à vivre comme ça. Alors, ils essayent de construire quelque chose. On verra. Mais à terme, je crois que les États-Unis devront aussi quitter l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite ne sera plus tournée vers les États-Unis, ni attirée par eux. Ils vont déplacer leur attention ailleurs, mais ils ont beaucoup de problèmes à régler. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur le fait de laisser Mère Nature suivre son cours?
Vous savez qui est plutôt fort à ça? L'un des meilleurs adeptes de Mère Nature en politique étrangère aujourd'hui dans le monde, la Chine. La Chine est assez forte pour dire « laissons faire, voyons ce qui se passe ». Vous voyez comment la Chine procède. Vous savez ce que c'est les BRICS? Enfin, pas les BRICS, mais la BRI, l'initiative La Ceinture et la Route. L'initiative La Ceinture et la Route, oui, c'est l'équivalent de ce dont je parlais dans mon cours à l'université. Vous voyez, la Chine a là-haut un énorme satellite hypothétique qui prend une photo de l'économie mondiale. Et ils regardent ça et se disent « Tiens, je n'ai pas besoin d'inventer des routes commerciales. Elles existent. Il me suffit d'en prendre le contrôle. Construire un port ici, un port là. La connectivité, les choses circulent naturellement. Pourquoi ne pas faire ça ?» Donc si vous regardez l'initiative des nouvelles routes de la soie et la façon dont la Chine a superposé son dispositif, tout est fait en suivant les flux naturels de l'économie mondiale. La Chine n'essaie de rien imposer. Elle tire simplement parti de ce qui existe et le fait fonctionner encore mieux. Regardez ce qu'ils viennent de faire. Personne n'en parle beaucoup. Mais la Chine a créé une entreprise qui assure désormais un service régulier entre les ports chinois et l'Europe, en passant par le passage du Nord-Est autour de la Russie. Cela prend 20 jours, je crois, au lieu de plus de 40 jours. Donc le temps a été réduit de moitié. Les coûts sont plus bas. Ce sont simplement les Chinois qui le font mieux que n'importe qui d'autre, et à grande échelle. Je veux dire, n'importe qui peut dire, eh bien, j'ai fait passer un navire par là. Mais la Chine, elle, fait passer des navires. Elle fait passer des navires. C'est une grande route maritime, avec d'immenses porte-conteneurs qui la traversent, en profitant des 43 brise-glaces russes, dont plusieurs à propulsion nucléaire. Et la Chine entretient de bonnes relations avec les Russes, ce qui veut dire que ses frais de brise-glace seront moins élevés, et ça réduit les coûts. C'est simplement ce qu'on appelle lâcher prise. Les Chinois sont vraiment très bons à ça. Et aujourd'hui, quand les Chinois regardent le Moyen-Orient, rappelez-vous, ils ont amené les Saoudiens et les Iraniens à se rapprocher d'un coup. Parce que c'est le cours naturel des choses. Voyez-vous, les États-Unis sont l'antithèse du cours naturel des choses. Nous essayons de créer des frictions. Nous créons délibérément des frictions pour que des nations se battent entre elles, parce que nous avons décidé qu'il valait mieux vendre des armes et maintenir durablement l'instabilité dans la région. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça mène à une situation du type détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas seulement mauvais pour l'Amérique, c'est mauvais pour le monde, mauvais pour la région. Aujourd'hui, les États-Unis sont le problème, pas la solution. Alors, quelle est la solution? Arrêtez d'essayer de tout imposer. Laissez la nature suivre son cours, et ça se fera. Et les Chinois, quand ça arrive, les Chinois font en quelque sorte avancer les choses, parce qu'ils sont les meilleurs au monde pour dire « Hey, laissons les choses suivre leur cours ». Ils détermineront quelle est la meilleure voie à suivre, et tout le reste, et les choses fonctionneront avec une efficacité maximale. Voilà la solution. Sortez les États-Unis de là, bon sang, surtout avec les dirigeants actuels. Scott, vous avez évoqué le vide psychologique. Je pense que cela correspond parfaitement à la situation dans laquelle se trouve l'Arabie saoudite en ce moment. Et l'autre point, ce sont ces parapluies que vous avez mentionnés, ce parapluie américain ou ce parapluie turc. Ces parapluies ne les sauveront pas des attaques yéménites. Voilà le problème pour l'Arabie saoudite. Et il y a quelques instants, avant cette émission en direct, le Yémen a publié une nouvelle déclaration. Elle dit « Un blocus pour un blocus ». Elle dit « À votre blocus, nous répondrons par un blocus contre vous ». Ils ont également déclaré qu'aucun navire saoudien n'a traversé le détroit de Bab el-Mandeb. Et ils vont continuer ainsi jusqu'à ce que cette situation s'apaise ou soit résolue. C'est le problème que l'Arabie saoudite s'est créé elle-même, et personne ne peut le résoudre.
Man, espérez Sawed. Oui, exactement. Again, I can't answer why did Saudi Arabia go Vous savez, je ne peux pas répondre à ça. Pourquoi l'Arabie saoudite est-elle entrée au Yémen au départ? Aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce qu'Ansar Allah a renversé le gouvernement yéménite, qui était pro-saoudien. Et cela est lié aux politiques menées par l'Arabie saoudite depuis des années, pour tenter d'imposer son influence au Yémen et tout le reste. Mais le problème, ça a toujours été l'Arabie saoudite. Le problème a toujours été l'Arabie saoudite, parce qu'elle se voyait comme une superpuissance militaire régionale. Enfin, regardez. Pourquoi les Émirats arabes unis font-ils ce qu'ils font en Afrique? Why does the UAE why does the UAE do what it does in Africa? Because it's in competition with Saudi Arabia that's seeking to make... Parce qu'elle est en concurrence avec l'Arabie saoudite qui cherche à devenir une puissance régionale en contrôlant, vous savez, divers gouvernements et des régions riches en ressources. Et les Émirats arabes unis ont réagi en essayant de prendre le contrôle de ports et de ce genre de choses. Il y a donc une compétition entre superpuissances régionales qui a créé un problème au Soudan, ça a débordé sur le Tchad et ça déborde ailleurs. Ça n'a pas besoin d'arriver. Je veux dire, si les Saoudiens prenaient simplement exemple sur la Chine et laissaient les choses se faire, bébé. D'abord, vous n'avez pas besoin d'être en guerre avec le Yémen. Traitez-les simplement avec respect. Et si vous les traitez avec respect, ce qui va se passer sera incroyable. Parce que l'Arabie saoudite, du fait de sa position de grand producteur d'énergie, a la capacité d'influencer, vous savez, l'économie de la région. Contrairement à l'Iran, enfin à toute autre nation comparable à l'Iran. Et encore une fois, si vous laissez l'Arabie saoudite et l'Iran coexister pacifiquement, un équilibre naturel s'instaurera. Au lieu d'essayer d'imposer votre volonté, acceptez cet équilibre naturel, puis faites-le prospérer, en sachant qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire. Mais l'Arabie saoudite, comme je dirais l'Iran, doivent veiller à ne pas se rendre coupables de cela. Chercher à se donner, à étendre leur influence au-delà de ce qu'elle devrait naturellement être. Il y a des choses que le cours naturel des événements permet. Vous savez, une nation disposant de certaines ressources démographiques, etc., peut dire « voilà ce qui devrait être sphère d'influence naturelle ». L'Arabie saoudite pourrait faire la même chose. Ils peuvent régler la situation au Yémen simplement en respectant le Yémen, au lieu d'essayer de lui imposer leur volonté. Et ils pourraient arrêter de chercher une compétition militaire en Afrique et travailler avec les Émirats arabes unis pour établir une relation économique équitable. Les Chinois sont bons dans ce domaine. Si les gens laissaient simplement l'économie guider les choses, au lieu d'essayer de s'imposer par les armes. L'un des problèmes, quand on développe l'armée, c'est qu'on ressent ensuite la tentation de l'utiliser. Et si les gens dépensaient davantage pour le développement économique, les infrastructures, moins pour l'armée, et investissaient dans la diplomatie, plutôt que dans des académies militaires. On pourrait voir la paix éclater un peu partout et tout le monde s'en sortirait bien. Mais vous savez, tout le problème avec les Saoudiens aujourd'hui, c'est qu'ils doivent accepter qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire. Il y a aussi certaines complications avec l'Arabie saoudite, de par la nature même du régime. Je veux dire, on ne peut jamais oublier comment l'Arabie saoudite a été créée. Le pacte avec le diable. C'est ainsi que la famille Al Saoud s'est assise avec les Wahhabites et a dit, vous savez, la Mecque et Médine appartiennent à cette faction extrémiste de coupeurs de tête. Et vous savez, ils peuvent dicter les choses afin de relâcher la pression, d'empêcher les Wahhabites de demander des comptes à la famille Saoud pour son train de vie extravagant et non islamique. Vous savez, nous exportons le wahhabisme à l'étranger dans le cadre de notre politique étrangère. Oui,
l'Arabie saoudite a ses propres problèmes intrinsèques, qui ne peuvent pas être résolus si elle continue d'exister telle qu'elle existe aujourd'hui. Je veux dire, soit la famille saoudienne doit partir, soit les Wahhabites doivent partir. Mais les deux ne pourront pas coexister pacifiquement encore très longtemps. Quoi qu'il en soit, vous savez, l'Arabie saoudite n'a pas besoin d'être. Vous savez comment on dit que l'Ukraine est saignée à blanc par l'Occident pour servir de contrepoids à la Russie? L'Arabie saoudite doit se réveiller et comprendre que les États-Unis l'utilisent comme contrepoids face à l'Iran. Et que l'Arabie saoudite, on s'en fiche. Vraiment. Et que dans le pire des cas, on laisserait l'Arabie saoudite se faire réduire à néant. L'Arabie saoudite ne signifie rien pour nous. Et les Saoudiens devraient se réveiller et comprendre que la couverture qu'ils ont, ce n'est pas vraiment une couverture de sécurité. Vous savez, c'est une prison. C'est une couverture que les États-Unis utilisent pour vous envelopper, vous retenir, vous y rendre dépendant et tout ce qui va avec. On se fiche de l'Arabie saoudite. On se fiche de qui que ce soit au Moyen-Orient, sauf d'Israël. Et même là, en réalité, on ne se soucie pas vraiment d'Israël. On est contraint de s'en soucier pour, vous savez, différentes raisons. Mais dès que les gens s'en rendent compte, tous les dirigeants arabes qui se réveillent en disant « Je suis un ami et un allié de l'Amérique », non, vous ne l'êtes pas. On ne vous aime pas. La vérité, c'est qu'on vous déteste. Regardez l'Amérique. Regardez la réalité de l'Amérique aujourd'hui. Moi, je ne voudrais pas être musulman et vivre en Amérique. Je viens de passer un week-end avec des gens formidables à Long Island, dans l'État de New York et dans le New Jersey. Des communautés islamiques, chiites comme sunnites. Ils se sont réunis à l'occasion de l'Ashura et de l'Arba'in, vous savez, pour parler de ce que Karbala représente pour le monde islamique. Et ce sont des gens pacifiques, instruits. Ce sont de bons citoyens. Ils se sentent concernés. Ils se préoccupent de choses comme la Constitution. Mais la réalité, c'est que l'immense majorité des Américains ne savent même pas qui sont ces gens, ni ce qu'ils défendent. Ils ne veulent pas le savoir. Nous sommes enfermés dans cette ignorance qui fait que nous laissons des gens comme Laura Loomer, Sarah Adams et d'autres propager cette islamophobie. Et donc, vous savez, nous n'aimons même pas les musulmans qui vivent en Amérique. Des Américains loyaux. Vous croyez qu'on aime les Saoudiens? On ne sait même pas qui sont les Saoudiens. Vous croyez qu'on aime les Yéménites? On ne sait même pas qui ils sont. On serait incapable de vous dire ce qu'est un Jordanien. On serait incapable de vous dire ce qu'est un Syrien. Je veux dire, quand on parle de la Syrie, parle-t-on des Maronites? Parle-t-on des Sunnites? Est-ce qu'on parle des Alaouites? Est-ce qu'on parle des Druzes? La plupart des Américains répondent « Quoi ?» On peut aller à Sinjar et parler des Yézidis. Quoi, de quoi vous parlez? Ils ne savent rien. On ne pourrait pas parler des tribus. On peut parler des différentes tribus qui peuplent le désert syrien, qui doivent migrer à travers le désert d'Ambar jusqu'en Arabie saoudite et de la façon dont elles le font. Et en réalité, vous savez, elles se voient comme bédouines ou arabes plutôt que syriennes, irakiennes ou saoudiennes. Rien de tout ça ne nous vient à l'esprit. Nous ne connaissons pas l'histoire, vous savez, de la naissance des confessions sunnites et chiites. Vous savez, moi, je dois être constamment formé. J'ai parlé de la bataille de Karbala et j'ai dit, vous savez, que les chiites sous Hussein s'opposaient aux sunnites de Yazid. Or, il n'y avait pas de chiites lors de la bataille de Karbala et il n'y avait pas de sunnites non plus. Il y avait des musulmans. Les musulmans qui croyaient aux enseignements du prophète Mahomet les appelaient des sunnites. Cela est devenu les chiites et les musulmans qui avaient laissé le califat omeyyade corrompu corrompre les principes islamiques. Appelés ainsi les gens qui soutenaient Yazid. Mais vous savez, il n'y avait ni sunnites ni chiites. Il n'y avait pas de soufisme à cette époque.
L'aspect mystique transcende à la fois les confessions sunnites et chiites. Aspect of it that transcends both Sunni and Shia faith. But the average American doesn't know this. Mais l'Américain moyen ne le sait pas. Alors, si vous êtes au Moyen-Orient, que vous vous réveillez et que vous vous dites « L'Amérique est mon ami », non, 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 non. Nous ne sommes pas vos amis. Nous vous méprisons, ouvertement. Nous nous moquons de vous derrière votre dos. Nous avons pour vous les pires noms au monde. Nous ne voulons même pas comprendre qui vous êtes, ni ce que vous êtes. Vous êtes une ressource à exploiter, exclusivement à notre profit. Nous voulons votre énergie, et c'est tout. Nous voulons votre énergie à des conditions qui ne sont acceptables que pour nous. Nous nous fichons du prix que vous payez, des sacrifices que vous faites. Et soyez-en sûrs, nous nous fichons totalement de vos femmes et de vos enfants. Nous les massacrerons sans hésiter. Nous l'avons prouvé. Nous l'avons prouvé. Alors, quand est-ce que le Moyen-Orient va se réveiller? Quand est-ce qu'ils vont se réveiller et comprendre que la plus grande menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient, ce sont les États-Unis d'Amérique? Et cessez de nous considérer comme votre ami. Nous ne sommes pas votre ami. Un ami ne vous ferait jamais ce que nous vous faisons. Un ami ne demanderait jamais à son ami de brûler sa maison. Et pourtant, c'est ce que nous demandons au Moyen-Orient de faire, pour notre bénéfice exclusif. Brûlez votre maison. Et ce n'est pas comme si nous avions un plan pour reconstruire votre maison ou vous réinstaller. Brûlez votre maison. Pourquoi? Parce que c'est bon pour nous. Mais ce n'est pas bon pour moi. Mais je me moque de vous. Ah, la vérité a éclaté. Nous, les États-Unis, en tant que nation, collectivement, nous voulons que le Moyen-Orient mette le feu à sa propre maison, parce que ça nous rapporte des gains à court terme. Si je vivais au Moyen-Orient, je rejetterais totalement les États-Unis. Ça ne veut pas dire rejeter le peuple américain, parce que même si nous sommes ignorants, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Donc je ne dis pas « allez kidnapper des Américains et les décapiter ». S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le fait est que si vous rencontriez vraiment un Américain moyen, vous diriez « vous n'êtes pas si mal, vous êtes juste stupide ». Et j'espère que nous serions assez honnêtes pour répondre « oui, nous sommes plutôt stupides ». Peut-être qu'on devrait en apprendre un peu plus sur le monde dans lequel on vit. Que diriez-vous de prendre un passeport, de trouver un peu d'argent et d'aller visiter le Moyen-Orient pour apprendre à le connaître? Moi, je vais le faire l'année prochaine, d'ailleurs. Je vais à Karbala. Je vais participer à l'Arbaïn. Pourquoi? Pas parce que je suis musulman, mais parce que je veux vraiment en savoir plus sur la foi islamique. Je veux mieux connaître la foi chiite. Pas parce que je veux devenir l'un des leurs, mais parce que je veux vivre en paix avec eux. Je veux vivre en harmonie avec eux. Et la meilleure façon de vivre en paix et en harmonie avec les gens, c'est d'apprendre à les connaître. Et la meilleure façon de les connaître, c'est d'être avec eux, parmi eux. C'est ce que je fais en Russie. J'y vais, je me mêle aux Russes, j'apprends, j'écoute, j'irai partout dans le monde. J'espère pouvoir aller en Iran un jour. Vous savez, il faut juste trouver un moyen de le faire, sans qu'on me mette en prison. Mais quand on aura trouvé comment faire, ça arrivera. Mais vous savez, c'est la meilleure façon de résoudre les problèmes. Apprendre à connaître les gens, les comprendre. Ça ne veut pas dire leur céder ou se soumettre à eux. Vous me connaissez, je ne vais m'agenouiller devant personne. Mais pourquoi devrais-je vivre dans un monde où je n'ai que ce choix, me tenir droit ou m'agenouiller? Pourquoi ne pas se tenir côte à côte, tendre la main et dire « Salut, comment ça va ?» C'est ce que je fais. Je fais fabriquer ces pièces de défi quand je vais en Russie. Chaque fois que je pars en voyage, je fais une pièce de défi. Mais vous voyez ce qu'il y a dessus, ce qui est mis en avant? Une poignée de main. Quand je suis allé en Russie pour la première fois, en mai 2023, ma devise, en gros, c'était « une poignée de main à la fois ». Je veux aller en Russie et convaincre les Russes que les Américains ne sont pas une menace.
to Russia and convince Russians that Americans aren't a threat. And I'm going to do that one handshake at a time. I'm going to go Et je vais le faire, une poignée de main à la fois. Je vais aller à la rencontre du plus grand nombre possible de Russes, tendre la main, leur serrer la main et leur dire « Bonjour, je m'appelle Scott Ritter, je suis américain, ravi de vous rencontrer. Je veux en apprendre davantage sur votre pays pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Une poignée de main à la fois. C'est tout. Vous savez, c'est simpliste, mais c'est vraiment la solution. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ça, alors vous êtes le problème, pas la solution. Si vous n'êtes pas prêt à aller vers les gens, à tendre la main, à rencontrer des gens, à leur parler, à apprendre à les connaître, à trouver comment vivre dans la paix et l'harmonie, alors vous êtes le problème, pas la solution. Aujourd'hui, collectivement, l'Amérique est le problème. not the solution. Right now, America's the problem collectively. Scott, before wrapping up, Scott, avant de conclure, il y a eu une attaque israélienne contre la Syrie, et on parle d'un renforcement militaire turc en Syrie. C'est pour ça qu'il y a tant d'inquiétudes à ce sujet. Ils veulent réduire l'influence de la Turquie en Syrie. Et vous voyez la réaction de Donald Trump et de son administration. Par exemple, Tom Barrack était très inquiet de ce qui se passe. Rien ne se passe. C'est dangereux. Il faut se calmer. Il faut discuter. Il faut faire ceci et cela. Mais Israël ne veut pas ça. Israël ne veut pas. Vous savez, ils ne veulent pas réduire les tensions. Ils veulent les augmenter, parce que c'est l'un des jeux des Israéliens. Entretenir ces conflits dans un sens comme dans l'autre, afin d'impliquer de plus en plus les États-Unis en Asie occidentale. Eh bien, ce n'est pas seulement. Je ne dirais pas que c'est le jeu des Israéliens. Je dirais, c'est le jeu de Netanyahou. I wouldn't say it's the game of the Israelis. I'd say it's the game of Netanyahu. This is a game that Netanyahu has been playing for some time now. C'est un jeu auquel Netanyahou se livre depuis un certain temps pour, vous savez, se présenter comme le Premier ministre de la Sécurité. Je suis le seul à me soucier de la sécurité. On l'a vu après le 7 octobre. Encore une fois, vous savez, il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné le 7 octobre. Voilà, vous avez totalement raison, Scott. Le Hamas a franchi la frontière et massacré ces Israéliens innocents. Ce n'est pas de cela que je parle. Il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné dans le comportement israélien le 7 octobre. L'échec du renseignement, vous savez, l'échec du leadership, et il n'y a pas eu d'enquête complète sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre, sur la manière dont cela a été permis et sur la façon dont Israël a réagi ensuite. And how Israel responded after that. Of course, we know there's a problem because what happened October 7th. Bien sûr, nous savons qu'il y a un problème. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que les Israéliens se sont retournés et ont dit « D'accord, nous allons régler le problème de Gaza une fois pour toutes. » Et ils ont mis en œuvre des politiques qui ont conduit au génocide en cours qui se poursuit encore aujourd'hui. Et cela est devenu un échec politique pour Israël. Oui, ils sont très forts pour tuer des Palestiniens, mais ils n'ont pas été très forts pour résoudre le problème palestinien. Le Hamas existe toujours. Ils ne l'ont pas vaincu. Ils ne vont pas le vaincre. Alors, il faut étendre le combat au Liban. Maintenant, ils vont s'en prendre au Hezbollah. Et vous savez, Israël fait évidemment ce qu'il fait. Des beepers explosent et l'encadrement intermédiaire est affaibli. Ils assassinent Hassan Nasrallah. Ils tuent certains hauts responsables. Et le Hezbollah doit prendre du recul et se réorganiser. Mais regardez le Hezbollah aujourd'hui. Il est vivant, il se porte bien. Israël n'a pas résolu ce problème. Ce problème est insoluble. Israël ne peut pas résoudre le problème du Hezbollah. Alors maintenant, ils étendent le conflit à l'Iran, parce que vous savez, au fond, c'est ce que Netanyahou a dit. Si nous réglons le problème iranien, tous les autres problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Mais Israël n'a pas pu régler le problème iranien. Ils ne vont pas le régler. Le problème iranien est insoluble. Et maintenant, il y a une élection qui approche, ou d'autres étendre ce conflit, en Turquie. Et ils vont utiliser la Syrie comme moyen d'y parvenir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de Netanyahou
qui essaye d'intimider les Israéliens pour qu'ils adhèrent à tout son tissu de mensonges, selon lequel c'est lui l'homme de la sécurité. Maintenant, la menace, c'est la Turquie. Et vous l'avez vu, des Israéliens disent que la Turquie représente une menace plus grande pour Israël que l'Iran. Alors maintenant, ce qu'ils font, c'est essayer de créer les conditions d'un potentiel conflit avec la Turquie. Est-ce qu'ils cherchent vraiment une guerre avec la Turquie? Je ne pense pas. Parce que, contrairement à l'Iran, la Turquie peut réellement déployer des troupes turques à la frontière avec Israël. Et Israël ne peut pas les battre. Soyons francs au sujet de l'armée israélienne. Elle est nulle. Elle est horrible. Elle a beaucoup de très bon matériel, mais elle ne sait pas se battre. Ça a été prouvé. Je veux dire, regardez le Hamas. Ils ont de bonnes troupes. Mais de manière générale, les gars qui combattent les Israéliens, c'était juste des gamins avec de sacrées couilles. Je veux dire, sortir en rampant d'un tunnel, traverser un champ à découvert en courant, poser une mine anti-char sur un char, puis repartir en courant. Ce ne sont pas de bonnes tactiques. C'est simplement du courage à l'état brut. Et le courage de Sinwar, vous savez, la manière dont il est mort courageusement, sans broncher. Tactiquement, ce qu'ils font est rarement solide. Mais c'est courageux, et ils sont prêts à mourir pour leur cause. Vous savez qui n'est pas prêt à mourir pour sa cause? Les Israéliens. Chaque fois qu'ils meurent, toute la nation est en deuil. Ils sont incapables d'encaisser de lourdes pertes. Et que se passe-t-il quand ils commencent à subir de lourdes pertes? Ils doivent reculer. Enfin, allez. Si Gaza était vraiment une menace existentielle, ce serait réglé aujourd'hui. Ce n'est pas un problème militaire difficile si votre armée est prête à faire ce qu'il faut pour accomplir la mission. Le problème des Israéliens, c'est que lorsqu'ils commencent à subir des pertes, ils reculent, parce qu'ils ne savent pas encaisser les pertes. Ils ne savent pas mourir. Et on le voit au Liban. Vous pouvez prendre ces villages défendus par le Hezbollah. Moi, je peux les prendre. Donnez-moi mes marines, et je prendrai chacun d'entre eux. Je vais perdre beaucoup de marines. Oh, nous allons mourir. Mais bon Dieu, nous allons prendre ce village. Nous allons tuer tout le monde dans ce village. Parce que c'est ce que nous faisons. Les Israéliens, eux, ne font pas ça. Ils ne savent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir. Et donc, quand la Turquie... Laissez-moi vous dire quelque chose sur les Turcs. Enfin, vous savez, ce coup d'État qui a eu lieu en 2016, il y avait un colonel des forces spéciales turques, le commandant adjoint des forces spéciales, qui a atterri avec environ 40 hommes des forces spéciales au quartier général des forces spéciales. Il allait prendre le contrôle du quartier général. Et s'il y était parvenu, il aurait pu diriger les opérations et le coup d'État aurait peut-être réussi. Le commandant des forces spéciales était sorti en ville et il a appris ce qui se passait. Il s'est mis à passer des coups de fil en disant « Oh, il se passe des choses ici ». Il ne pouvait pas revenir. Ils ont essayé de tendre une embuscade à sa voiture. Il a échappé à l'embuscade. Mais alors qu'il revenait, il appelle le poste de commandement, l'officier sous-officier de permanence. Et ce sous-officier, je ne me souviens plus de son nom, c'était un adjudant-chef, un type expérimenté, un vétéran de combat. Et le commandant lui dit « C'est vous qui êtes de permanence ?»« Oui, monsieur. » Il dit « D'accord. Alors, ce général va atterrir avec 40 hommes. Tuez-le. Ne le laissez pas entrer dans le bâtiment. Tuez-le. »« Oui, monsieur. » « Vous comprenez ce que je vous dis? »« Oui, monsieur. » « Vous comprenez que c'est la dernière conversation que nous aurons jamais? »« Oui, monsieur. » Il a raccroché. L'hélicoptère a atterri. Il a pris son pistolet. Il est sorti. Il s'est avancé vers le général. Bam! Il l'a tué. Il est mort. Il a été abattu. Les Turcs n'ont pas peur de mourir. Et c'est ça le fond du problème. Je ne dis pas que les Iraniens ont peur. Je dis que les Iraniens n'ont pas l'occasion de mourir en ce moment. C'est trop difficile pour une division iranienne d'aller d'Iran jusqu'à la frontière israélienne.
En revanche, pour une division turque, ce n'est pas difficile d'atteindre la frontière israélienne dès maintenant. Ce qu'Israël, enfin j'espère que son armée le comprend, c'est que s'ils affrontent les Turcs d'égal à égal, ils vont perdre. Les Turcs leur passeront dessus. Pourquoi? Parce que les Turcs n'ont pas peur de mourir. Les Israéliens, si. Regardez simplement l'histoire des Turcs. La brigade turque en Corée est arrivée en Corée parce qu'on lui avait dit « Si vous voulez faire partie de l'OTAN, vous envoyez des troupes en Corée. » Ils ont donc envoyé cette brigade en Corée. Le commandant de la brigade était un vétéran de Gallipoli. Gallipoli, vous savez, la bataille de Gallipoli, d'accord? Donc ce type avait déjà fait ses preuves. C'était un homme qui avait vu plus de morts que vous ne pourriez l'imaginer. Il avait ordonné à des soldats turcs de charger les tranchées australiennes et de repousser les assauts australiens. Alors, ce n'est pas ce type-là qu'on va intimider. Et il a débarqué avec ses hommes. Aucun officier de liaison, personne ne parlait anglais, aucun Américain parlant turc ne les avait rejoints. Et parmi les Turcs, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais. Alors ils sont simplement arrivés et ils ont demandé « On va où ?» Vers le nord. La brigade est partie vers le nord. Elle avançait vers le nord au moment même où les Chinois attaquaient, brisant l'ossature de la 8e armée. L'armée américaine battait en retraite. Tout le monde y va. Les Turcs, c'est du genre « Bon, on avance. Il y a beaucoup de Chinois autour. Hé, où sont nos munitions? On n'a plus de munitions. Baïonnettes au canon, les gars. » Boum. Ils sont morts. Ils sont morts héroïquement. Ensuite, ils ont fait demi-tour et se sont battus pour revenir. Mais ils n'ont jamais cédé. Ils se sont pas rendus. Ils sont simplement morts. Puis ils se sont ressaisis, ont reçu des renforts et ont continué à se battre. Les Turcs ont l'une des meilleures réputations qui soit. Donc les Israéliens doivent comprendre que quand les Turcs arrivent, les Turcs sont prêts à mourir pour les tuer. Et ils ne vont pas arrêter de mourir tant qu'ils ne les auront pas tous tués. C'est là qu'Israël doit faire attention avant de chercher une confrontation avec les Turcs. Mais voyez-vous, Netanyahou ne se soucie pas d'Israël. C'est l'autre leçon qu'il faut comprendre quand on est Israélien. Cet homme est à lui seul responsable de la destruction de votre nation. J'ai été informé de cela dès 1998 par un colonel israélien chargé de préparer l'évaluation des menaces nationales pour Israël. Vous savez, leur principale menace. Et je vais vous dire qu'en 1998, la principale menace identifiée par les Israéliens, ce n'était pas l'Iran, ce n'était pas l'Irak, c'était les Juifs israéliens, les Juifs de droite. C'est donc la plus grande menace pour Israël. C'est ce qui va tuer Israël. Et ils l'ont déjà prouvé parce que ce sont des Juifs de droite qui ont assassiné Yitzhak Rabin. Ce sont les Juifs de droite qui ont porté Benjamin Netanyahou au pouvoir. Et il a dit, cela détruira Israël. C'est ce qui va détruire Israël. Nous allons devenir une nation incompatible avec la vie au Moyen-Orient. Yitzhak Rabin, les gens ne l'aimaient peut-être pas, ne l'appréciaient peut-être pas. Les accords d'Oslo, on peut toujours les critiquer. Mais je vais vous dire une chose, j'étais en Israël à l'époque. Les Israéliens qui soutenaient Yitzhak Rabin pensaient qu'il y avait une possibilité de paix avec les Palestiniens. Et ils considéraient les Palestiniens comme des gens avec qui une coexistence pacifique était possible. Aujourd'hui, les Israéliens d'ici voient les Palestiniens comme des animaux. Amalek n'était pas un terme qu'on entendait en 1996, pas du tout, pas dans l'Israël dominant. Aujourd'hui, c'est ce qui les définit. Ce sont des animaux. Vous avez Ben Gvir qui parle de tuer des garçons de 14 et 16 ans. Il faut en tuer 30 ou 40 par nuit, juste pour le plaisir. Pourquoi? Pourquoi pas? Ils méritent de mourir. Ce sont des animaux. Je veux dire, c'est une façon de penser nazie. C'est la réalité d'Israël aujourd'hui. C'est un État malade, brisé. Et à tout Israélien qui dit « ce n'est pas moi », comprenez que c'est Benjamin Netanyahou
et que c'est ce qu'il est en train de faire d'Israël. C'est ainsi que vous serez définis collectivement à l'avenir. Mais Netanyahou ne se soucie pas de vous. Il ne se soucie que de Benjamin Netanyahou. Il est prêt à sacrifier l'intégralité de l'État israélien pour conserver le pouvoir, parce qu'il sait que dès qu'il le perdra, lui et sa femme iront probablement en prison pour le reste de leur vie. Car ce sont deux des personnes les plus corrompues à avoir jamais foulé la surface de la terre. Donc il ne s'agit pas de la sécurité d'Israël. Il s'agit de la longévité politique et de la viabilité politique de Benjamin Netanyahou. Il a entraîné Israël de Gaza au Liban, puis en Iran et aussi au Yémen. Et maintenant, il vous emmène en Syrie pour atteindre la Turquie. À un moment donné, si vous donnez un coup dans le gros nid de frelons, ils vont sortir et vous piquer à mort. Et je pense que c'est vers cela que les choses se dirigent. Peut-être que les Israéliens vont se réveiller parce que les Turcs ne plaisantent pas. Les Turcs ne plaisantent pas. Les Turcs ne cherchent pas la bagarre. Ils ne veulent pas se battre. Mais ils ne vont pas rester les bras croisés et laisser Benjamin Netanyahou dicter la sécurité nationale. La Turquie a parfaitement le droit de négocier des droits d'accès à des bases en Syrie avec le gouvernement syrien. Tout à fait. Et Israël affirme que la Turquie n'a pas le droit de faire cela. Israël essaye donc d'imposer ses prérogatives de sécurité nationale aux décisions souveraines de la Turquie. Ce n'est pas un scénario qui tournera à l'avantage d'Israël. Ils ont bombardé la Syrie en pensant qu'ils allaient intimider les Turcs. Je ne pense pas que les Turcs se laissent intimider. Comme je l'ai dit, il suffit de retenir la leçon de la brigade turque en Corée. La Turquie fixera les baïonnettes. Retenez la leçon de l'officier de permanence, ce jour-là, au quartier général des forces spéciales, en juillet 2016. Il a pris son pistolet, est sorti et a tiré une balle dans la tête d'un général traître, le tuant. Voilà qui sont les Turcs. Donc oui, non. Oui, Et j'ai été idiote. Yeah. oui. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure, as always. Merci. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. Tout tourne autour de... Because this is the reality. C'est la réalité, malheureusement. There's no positive Il n'y a aucun signe positif dont on puisse parler. talk about. Yeah. Très bien. Bon, peut-être qu'on peut parler de boire du thé à la rose en Iran en mangeant un peu de riz. Exactement. Formation au safran. Yeah. Très bien. Oui, exactement. À plus, Scott. Au revoir. D'accord. Well, Bye bye.